Bonjour les amis, aujourd'hui c'est mardi, ce qui signifie que nous sommes en direct et que nous vous parlons des bases du projet de dirigeable de nouvelle génération. Je m'appelle Pavel Filipov, à mes côtés se trouve Fyodor Konstantinov et aujourd'hui nous allons non seulement vous parler des choses les plus intéressantes de notre projet, mais aussi répondre à vos questions. Envoyez ce lien à vos amis. Ils pourront également regarder l'enregistrement via ce même lien. Nous, la société Solar Group, nous nous occupons du financement de divers projets innovants. Sur notre plateforme d'investissement, plus de 500 000 participants sont déjà inscrits et plus de 70 000 personnes ont déjà investi de l'argent réel dans les projets que nous soutenons, notamment. Notre tout premier projet est le projet Sovelmash. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà construit une entreprise qui concevra les moteurs électriques les plus efficaces au monde. Elle est située sur le territoire du Technopole de Moscou, une zone économique spéciale près de Moscou, à Zelenograd. Nous avons pratiquement terminé ce projet. À ce jour, il y a une mise en service en cours. Cette entreprise sera mise en exploitation et à partir de 2025, elle commencera ses activités commerciales et on pourra s'attendre à recevoir les premiers dividendes et le premier bénéfice pour les personnes qui ont soutenu ce projet. Depuis le début, nous avons dit que nous aurions plusieurs projets. Nous avons longtemps cherché différents domaines d'affaires intéressants et prometteurs et nous nous sommes arrêtés sur les dirigeables, le projet dont nous allons parler aujourd'hui. Ce projet vient juste de démarrer, donc nous sommes à une étape très intéressante. D'un côté, un projet termine son financement, tandis qu'un autre commence tout juste son parcours, et cela signifie que vous avez la possibilité de vous y joindre maintenant, au tout début. Pour vous, en tant qu'investisseur, cela signifie que vous pouvez bénéficier des conditions d'investissement les plus avantageuses, et nous en parlerons également aujourd'hui, avant de passer directement aux avantages pour les investisseurs, pour les personnes qui participent à nos projets d'investissement. Je voudrais parler du projet lui-même, pourquoi nous l'avons choisi. Et c'est justement à Fyodor que je veux poser cette question. Fyodor, en tant que personne qui a échangé avec un grand nombre d'inventeurs, d'équipes et d'ingénieurs, qui a vu un grand nombre d'idées, certaines d'entre elles même vous ne les connaissez pas, car elles n'étaient pas publiques. Fyodor, pourquoi avoir choisi les dirigeables? Bonjour à tous. Eh bien, pourquoi les dirigeables? Parce que les dirigeables, ces aéronefs majestueux et fascinants, c'est vraiment cool en fait, parce qu'on les a oubliés par beaucoup au fil des décennies et qu'il est maintenant temps de s'en souvenir, mais il est crucial de se rappeler leur importance et leur potentiel, et beaucoup de pays, d'entreprises et d'analystes le savent. Je vais vous raconter maintenant. En fait, en réalité, la société Solar Group et la méthode d'attraction des investissements, le financement participatif, c'est un mécanisme relativement spécifique, en réalité. Le projet choisi par Solar Group doit être approuvé par les gens et approuvé en très grand nombre. C'est un 2. Pour que le financement participatif fonctionne, le projet doit être le plus rentable possible pour que les gens ne soutiennent pas seulement avec leur propre argent, mais qu'ils ressentent aussi un avantage, la rentabilité, c'est-à-dire que le projet doit plaire à un grand nombre de personnes, être le plus rentable possible, c'est-à-dire depuis le moment où il commence à être financé jusqu'à la commercialisation. Eh bien, 3, bien sûr, il doit être réalisable. Il existe des idées vraiment géniales, mais la question est-ce vraiment faisable? Eh bien, pour la réalisation, la technologie elle-même doit être éprouvée, l'équipe doit être capable, talentueuse, géniale, etc. Et 3, 4, 5, en gros, le projet doit se concrétiser. Et il se trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de projets. En combien de temps? En 6 ans, Solar Group, je pense, a certainement passé quelques centaines de projets. Différents gars venaient avec des idées ordinaires, comme acheter ici, vendre là, jusqu'à des linéaires accélérateurs avec des synchrophasotrons intégrés. Nous plaçons cet accélérateur directement sur le puits de pétrole et le pétrole, sous pression,
se recomposent et s'écoulent immédiatement en essence pure. Ces installations fonctionnent, ce qui est le plus intéressant. Et de tels projets ont également existé, mais l'extraction et le traitement du pétrole, peu importe leur attractivité commerciale, ont tout de même un rapport mitigé avec l'écologie. Lorsque l'on choisit un projet, la conscience des gens, comme la nôtre, est que nous ne devons pas nuire à la planète, mais au contraire, d'une certaine manière, la sauver, aider l'écologie, etc. Et parmi tous ces projets, un s'est particulièrement démarqué, c'est celui des dirigeables. Il plaît vraiment à beaucoup de gens, même sur Yandex par exemple, allez sur Yandex Stat et regardez combien de fois le mot dirigeable est recherché ou où sont passés les dirigeables. Beaucoup de gens googlent et regardent combien de vues les vidéos sur YouTube rassemblent. Et en général, la question est « où sont-ils » Les dirigeables sont vraiment le moyen de transport le plus écologique, probablement de tous les moyens de transport dans un avenir proche qui se profile. Il est beaucoup plus écologique que les avions, les hélicoptères, les navires, etc. En termes d'efficacité énergétique, c'est probablement le moyen de transport le plus efficace en ce qui concerne l'impact sur, l'infrastructure, qui n'a pas besoin d'être aussi gigantesque et significativement grande, comme pour le chemin de fer, où l'on abat des forêts, construit des ponts, etc. Un aérodrome nécessite de grandes surfaces, les voitures nécessitent des routes, un nombre incroyable et une multitude de choses. Mais un dirigeable décolle presque d'un champ, atterrit sur le même champ vert ou sur un lac. En gros, il nécessite une infrastructure minimale, donc un impact minimal sur l'environnement. Et c'est vraiment ce qui plaît aux gens parmi toutes ces options. Ah, une équipe formidable s'est formée. Pourquoi un dirigeable, vous demandez? Parce qu'une équipe complète et talentueuse s'est réunie, allant des développeurs à la production, en passant par la formation des gens sur la façon de le réparer et de voler avec. En gros, pour résumer, une équipe complète s'est constituée, et c'est tout de même l'affaire la plus rentable et lucrative parmi toutes celles qui ont approché Solar. C'est pourquoi, après mûre réflexion, ils ont fait ce choix. Tu dis que c'est le moyen de transport le plus économique. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, à quoi ressemble un dirigeable, comment il vole et quels sont ses avantages par rapport à d'autres aéronefs? Bien sûr, je peux. Son principal avantage est qu'il ne vole pas, il flotte. Comme un bateau à rame ordinaire lancé dans un lac, il peut rester à la surface de l'eau sans couler. Il n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour cela, il reste simplement à la surface. De la même manière, un dirigeable, s'il est équilibré par exemple à une certaine altitude, peut rester dans les airs comme ce bateau. Et en quoi cela le distingue-t-il d'un hélicoptère? Le fait que l'hélicoptère fait tourner ses pales pour rester en place, c'est-à-dire qu'il consomme du carburant. Le dirigeable ne consomme pas de carburant. Oui, il a besoin de différents systèmes de stabilisation, car le vent peut souffler de ce côté ou autre chose, mais c'est incomparablement moins, c'est beaucoup moins que pour un hélicoptère presque zéro. Si des panneaux solaires sont installés sur le dirigeable, il y aura suffisamment d'énergie solaire pour le stabiliser dans l'espace et le positionner. Un avion, pour rester dans les airs, a besoin d'une vitesse de propulsion. C'est-à-dire que lorsqu'il vole en avant, des forces de portance se créent sur l'aile, ce qui lui permet de rester dans les airs. Encore une fois, il consomme du carburant. C'est ce qui distingue le dirigeable de l'avion, de l'hélicoptère, du drone, de l'autogire, de l'écranoplan, en fait de tout. Le dirigeable peut être comparé aux yachts, aux bateaux, aux yachts, aux grands cargos maritimes. Et en ce qui concerne la sécurité, les gens se souviennent qu'ils ont brûlé à un moment donné. Comment cela se passe-t-il maintenant? De manière moderne, rien ne brûle, il n'y a pas de dirigeable. En fait, oui, il y a eu une sorte d'action, je ne sais pas, internationale, visant à saper l'autorité des dirigeables et leur sécurité, au sens propre du terme, avec l'incendie du Hindenburg.
Et tout le monde a en tête l'image de ce Hindenburg en flammes qui tombe, avec des gens qui en sortent en courant, et c'est dangereux pour l'État. Mais en réalité, le Hindenburg a été exploité pendant de nombreuses années avant cela et a volé d'Europe vers l'Amérique avec des centaines de milliers de ces vols sans aucun accident, incident ou autre. C'était presque le seul moyen de voyager aussi loin et confortablement. Oui, il a brûlé, parce qu'à l'intérieur, on utilisait de l'hélium. Tout cela se trouve facilement sur Google. Les Américains étaient les seuls à avoir de l'hélium qu'ils ne vendaient pas aux Allemands. C'est pourquoi il a fallu le remplir d'hydrogène. D'une part, le dirigeable. D'autre part, tous les tissus, revêtements et autres étaient à base de coton. Celui-ci, tout comme l'hydrogène, s'enflamme facilement. Et les structures spatiales elles-mêmes étaient également faites d'alliages qui prenaient feu à une température élevée. En résumé, le Hindenburg, ce fameux dirigeable en flammes, était une véritable barrique de poudre qui n'attendait qu'une étincelle. Et cette barrique de poudre a été exploitée pendant plusieurs années sans aucun accident, et à la fin, comme on le sait, un nombre incroyable de journalistes a été convoqué sans raison, ce qui n'était pas le cas auparavant, et il a pris feu de manière spectaculaire. Mais même dans ce cas, un tiers de l'équipage s'est échappé avec les passagers, ou peut-être 2 tiers. Plus de la moitié des passagers, oui. Oui, beaucoup. Un dirigeable moderne, tout d'abord, utilise de l'hélium. Il est fabriqué avec des tissus, des structures et des matériaux ininflammables. Il est équipé de systèmes modernes de contrôle, d'extinction d'incendie, etc. On pourrait énumérer tout cela indéfiniment, en disant qu'il ne brûle pas, ne se casse pas, n'explose pas, etc. Et conclure en mentionnant qu'il existe une résolution du Conseil scientifique et technique du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, je ne me souviens plus de quelle année, peut-être de cette année ou de l'année dernière, où il est clairement écrit noir sur blanc que la technique aéronautique des dirigeables est la plus sûre par rapport aux avions, hélicoptères, autogyres, aéroglisseurs, etc. C'est-à-dire qu'il est reconnu comme le plus sûr. Le conseil scientifique et technique, je pense qu'on peut en rester là. Quelles sont les sphères d'application les plus actuelles, peut-être commerciales, attrayantes aujourd'hui dans le domaine des dirigeables? Il y a 2 voies principales à considérer dans ce contexte. La toute première voie est celle des gains rapides et faciles, que de nombreuses entreprises cherchent à exploiter dans le secteur du tourisme. On peut clairement voir ce que fait une entreprise chinoise qui s'apprête à produire l'AS700 ou peut-être même l'AS7000, une copie de notre modèle Tao 30 russe, pour les utiliser dans le cadre du tourisme. Les Airlanders britanniques prévoient également d'être utilisés pour le tourisme. Ce sont des entreprises qui souhaitent construire un dirigeable afin qu'ils puissent s'autofinancer. Les Allemands fonctionnent de cette manière et tout se passe très bien pour eux. C'est à Friedrichshafen, la société Neuzeppelin, où tu as justement volé. Mais pour que les dirigeables se développent de manière significative, je voulais dire, dans l'ensemble, il est nécessaire de créer des systèmes de transport entiers basés sur les dirigeables, et là ce sera du transport de passagers, de fret ou des opérations spéciales pour le transport de charges non standards ou des itinéraires spéciaux ou du monitoring. Par exemple, ce qui distingue un dirigeable d'un hélicoptère ou d'un avion, c'est qu'il peut faire des choses uniques. Il peut réellement rester en suspension sur un territoire donné avec un minimum de consommation d'énergie, c'est-à-dire probablement en couvrant tous ses besoins avec des panneaux solaires, et rester là pendant des jours, des semaines, et effectuer le monitoring de tout ce que l'on veut. Forêt, champs, lacs, villes, frontières. Mais si nous parlons de transport, cela dépend encore une fois de la taille. Cela peut être un drone de livraison conditionnelle ou cela peut transporter une énorme fusée pour des lancements dans l'espace. Oui, il peut transporter une fusée, il peut aussi transporter un briquet. Les dirigeables ont une dépendance mathématique. Plus ils sont grands, plus ils sont économiquement attractifs. Tout le monde calcule le coût par tonne-kilomètre.
Tout le monde se demande s'il faut construire des dirigeables. Calculons combien cela coûtera de transporter une tonne sur 1 kilomètre. Et ils commencent à rivaliser avec le transport maritime, avec des avions et des hélicoptères. Il est clair que les États gagnent à 100%, mais les camions et les navires, ce sont les transports de marchandises les plus courants, commencent à rivaliser avec eux. Et là, on se dit, oh oui, pour rivaliser avec le transport maritime, il faut construire un énorme dirigeable, mais construire un énorme coûte cher et est compliqué, donc nous ne le construirons pas. Mais en réalité, même pour un dirigeable avec une capacité de charge de 500 kg, il existe des tâches spécifiques que personne d'autre ne peut accomplir. C'est pourquoi il ne faut pas penser en tonnes-kilomètres, mais plutôt en termes de tâches. Il y a une tâche qui n'est résolue par personne. Cette tâche a un coût, et il faut créer un appareil pour résoudre cette tâche en fonction de ce coût. En gros, tu résous la tâche et tu fais des projections rentables. Donc oui, et de la plus petite à la plus grande, chacun trouvera son travail. En général, il y a beaucoup de travail pour les dirigeables. Nous avons une croissance de la population à un rythme effréné. Et l'économie doit suivre ce rythme. L'économie, ce sont des flux d'informations et des flux matériels. Eh bien, avec les flux d'informations, tout va bien. Nous avons eu Internet, des bases de données, des big data, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne les flux matériels, comme il y a 50 ans, pratiquement tout est resté au même endroit. Les chemins de fer sont construits, les aéroports sont construits, les avions volent, les navires naviguent, les ports sont construits. Oui, il y a des ajouts ici et là, mais pas à un rythme comparable à celui de la croissance de l'économie et de la transmission d'informations. C'est pourquoi de nouveaux modes de transport sont vitaux et nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut accélérer le flux de marchandises. C'est en gros un défi sur la planète, et les États s'intègrent parfaitement dans ce concept, à cette demande. Mais dans cette direction, seule l'imagination limite. On a l'impression qu'ils peuvent être appliqués presque partout. Et maintenant, dans le monde, il y a déjà beaucoup d'exemples d'entreprises qui font quelque chose dans ce domaine. Qui sont ces concurrents? Dans quel pays et que font-ils? Quelque part. Probablement, ils ne sont pas des concurrents, mais des collègues avec qui nous essayons tous, ou plutôt que nous créons méthodiquement. On ne peut pas vraiment parler d'industrie, mais pour que les dirigeables se développent, il faut les produire en masse. Parce qu'actuellement, le dirigeable est à un stade équivalent à celui de l'automobile d'il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, une voiture n'appartenait qu'au roi, au président et à quelques personnes très riches. Aujourd'hui, presque tout le monde possède une voiture, car on a appris à les produire en masse. La tâche actuelle dans la modernité est d'apprendre à produire en masse des dirigeables de toute taille, qualité et spécialisation, pour le sud, pour le nord, bas, moyen, haut, petit, grand, de fret, de passagers, personnels, spéciaux, pour des objectifs médicaux, pour l'industrie minière, pour les pétroliers, pour l'espace. C'est-à-dire qu'il faut tout produire en masse. Et actuellement, personne ne s'en occupe sur la planète. Quelqu'un fabrique 3 dirigeables, quelqu'un en fait un. Sergey Brin, par exemple, dépense déjà beaucoup d'années pour construire un seul dirigeable. Mais il n'est pas un concurrent. Il est probablement un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Merci à lui d'avoir fait cela, et que Dieu lui donne la santé et la force de terminer ce projet. Voilà. Donc, plus il y aura de gens impliqués dans la production de dirigeables, mieux ce sera pour nous. Ce ne sont donc pas des concurrents. Mais en résumé, qui sont nos collègues? Eh bien, Sergey Brin, il construit un seul dirigeable rigide. Le plus, eh bien, il déclare que c'est le plus grand de notre époque, c'est vrai. Voici, Airlander construit ses dirigeables, qui sont de type hybride. Ils ne soulèvent pas seulement une certaine masse, grâce à l'aérostatique, mais aussi grâce à leur forme, avec une aérodynamique améliorée en mouvement. Ces appareils sont appelés hybrides. Ils construisent des appareils touristiques. Brin, d'ailleurs, déclare que son dirigeable sera destiné aux opérations de sauvetage, comme le ministère des situations d'urgence. Pour les situations où un hélicoptère ou un avion ne peut pas atterrir,
et cet appareil peut survoler, se stabiliser et effectuer un travail utile. Une entreprise chinoise, je ne me souviens pas de son nom, mais je ne pourrais même pas le prononcer même si je m'en souvenais, a réalisé une copie de notre AU30, légèrement améliorée, qu'elle a testée cette année, a obtenu la certification, et l'année prochaine, elle en fabriquera 10 pour son tourisme local dans une zone spécifique. Parmi ces grands, ce sont probablement ceux qui déménagent. Il y en a quelques autres, mais En fait, je rencontre souvent constamment dans les nouvelles des gens qui lancent de nouveaux projets. les Français, non, ils promettent tous. Les Français promettent de construire l'année prochaine un dirigeable entièrement écologique qui fonctionnera uniquement à l'énergie solaire produite par des panneaux solaires et qui sera également touristique. Pour l'instant, à part des rendus datant de 5 ans, rien n'a été vu. Il y a en fait beaucoup de projets comme ça, mais il y a aussi de petits projets, comme en Afrique, où les Français, en collaboration avec des Africains, ont assemblé un petit drone dirigeable pour livrer des médicaments dans des villages éloignés, et cela devient déjà une utilisation commerciale. Il y a des Allemands qui organisent du tourisme avec leurs 2 appareils. Il y a des Africains qui utilisent leurs petits drones et en tirent déjà des revenus. Je ne me souviens pas combien ils sont, mais il y en a quelques-uns, 1 ou 2 en gros. Il y a aussi une petite entreprise européenne qui a lancé un petit dirigeable drone pour surveiller les lignes électriques. Je ne sais pas s'il y a actuellement une utilisation commerciale, il faudrait chercher sur Google, mais je ne me souviens pas qu'il y en ait. En gros, il y a pas mal d'entreprises qui lancent des projets en ce moment. Nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui des appareils stratosphériques. Un petit appareil stratosphérique américain a été lancé récemment. À quoi servent en fait ces appareils? D'ailleurs, 2 ont même été lancés. L'un d'eux est un stratosphère touristique lancé en version test. C'est un Stratosa, une enveloppe remplie, bien sûr, de gaz porteur, et ici en bas, il y a simplement des capsules suspendues pour un certain nombre de personnes. Ils n'ont pas mis de vraies personnes, mais des maquettes l'ont lâché vers le haut. Et cela a atterri, dans le but de faire du tourisme, simplement pour monter dans la stratosphère et regarder. En fait, c'est un projet très cool. Si tout se passe bien, ce sera vraiment génial. Dommage qu'il soit, comme toujours, destiné uniquement aux plus riches. Les billets coûteront des sommes incroyables, tout comme les Britanniques construisent leurs aéroglisseurs à près de 200 000 $ pour un billet. Il faudra payer pour cet appareil. Encore une fois, tout est fait pour les très riches. Voilà un stratosphérique qui a récemment été testé. Le deuxième stratosphérique est américain. Ce n'est plus une sphère, mais plutôt en forme de dirigeable, bien qu'il soit petit. Cet appareil est destiné à transporter des charges utiles, comme des relais de communication, de la télédétection de la Terre, ou les deux, pour la transmission de données, et peut-être la collecte de certaines informations scientifiques, etc. Mais en réalité, la charge utile est claire, la technologie est un peu plus complexe. Les Américains avaient auparavant le programme Google Loon, où ils lançaient des stratosphères dans la stratosphère et distribuaient avec succès Internet, non pas depuis l'espace, ni depuis des tours mobiles, mais depuis la stratosphère. C'est une direction très prometteuse, mais en raison de la Covid, de la politique et de Google, en gros, tout s'est chevauché, et le projet a été fermé. Les Américains relancent maintenant de tels projets, mais sous forme de dirigeables stratosphériques, et le premier a récemment décollé. Oui, et pourquoi vole-t-il là-bas? Si le tourisme est clair, à quoi cela sert-il? Oui, c'est nécessaire justement pour la concurrence avec les systèmes spatiaux, la concurrence avec les satellites, qu'ils soient orbitaux, géostationnaires ou petits satellites, comme ceux d'Elon Musk qui fournissent Internet, Starlink, par exemple. Oui, tout satellite s'envole d'ici avec une fusée. Le dirigeable monte là-haut de manière autonome avec une charge utile. Tout satellite en orbite peut seulement tomber en panne de manière conditionnelle ou brûler dans l'atmosphère. Il est impossible de le remplacer ou de le réparer. Un dirigeable avec une charge utile peut descendre, remplacer cette charge utile, la réparer,
prolonger sa durée de vie et renvoyer le tout. Les satellites lancés dans l'espace ne peuvent pas changer leur orientation, ils peuvent légèrement changer leur altitude d'orbite, si ce sont des satellites en orbite basse, mais en général, une fois en orbite, c'est parti. Donc, un dirigeable stratosphérique peut changer ses points. Tout cela revient à dire qu'il existe un très grand marché pour les appareils stratosphériques, des dirigeables contrôlés, qui peuvent fournir les mêmes fonctions que les satellites, mais à un coût beaucoup plus bas et de manière plus efficace. Parce que les altitudes varient aussi, et tout le monde aspire à cela. On va s'occuper de cela. Nous allons nous occuper de la montgolfière à n'importe quelle altitude tant qu'il y a de l'air, certainement. Alors parlons plus en détail de nous, de la société Nova, ou comme elle s'appelle maintenant, Aeronova. Raconte ce qui sera fait dans le cadre de ce projet spécifique, quels sont les actifs qui seront créés, comment cette entreprise va gagner de l'argent, les dirigeables qu'elle va fabriquer, ce qu'elle va représenter et dans quelle direction elle se dirige. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Peut-être commencer par cela. Alors oui, commençons par l'équipe. Quel mois sommes-nous actuellement maintenant? Le 3e mois du projet est sur le point de s'achever dans 2 jours. Et donc, en 3 mois de projet, nous avons déjà formé une équipe pour le centre d'ingénierie qui s'occupe des développements directs ainsi que des essais et aussi bien sûr la production. Environ 20 personnes ont été formées et dans cette équipe dynamique et compétente, il y a principalement des ingénieurs talentueux, mais également des concepteurs créatifs ainsi que producteurs expérimentés qui ont travaillé avec diligence sur le développement innovant et la création efficace pour l'exploitation réussie des dirigeables modernes ici même en Russie contemporaine. Nous avions une telle entreprise renommée dans notre beau pays qui s'occupait principalement de la production et de la fabrication de divers types de dirigeables. Ils ont fabriqué environ 15 ou 20 appareils différents, du petit biplace au assez grand, comme le New Zeppelin. C'étaient des AU-30, ils les exploitaient et les vendaient à travers le monde. Et pas seulement en Russie, ils ont été vendus à des clients internationaux, comme en Thaïlande et en France. Avec succès, ils ont été assemblés et vendus, et même plusieurs unités ont été vendues au ministère de l'Intérieur, et en fait, ils avaient un certificat de type, mais l'entreprise a connu quelques légères perturbations politiques importantes et significatives, ainsi que des défis imprévus sur le plan politique. On peut dire que l'entreprise a disparu, mais toute l'équipe est restée intacte dans son ensemble. Et donc, cette équipe revient ici dans notre projet pour continuer inlassablement l'œuvre de toute une vie entière et construire majestueusement des dirigeables. Ici, il y a des candidats en sciences techniques, des docteurs en sciences techniques, des personnalités éminentes de la cosmonautique russe qui créent des appareils pour d'autres planètes. Il y a aussi une multitude d'étudiants, ainsi que des chercheurs, ainsi que des professeurs, ainsi que des ingénieurs. Voilà l'équipe de l'EMEI. Il y a un bureau d'études expérimentales d'étudiants, le KBS à Bauman. Il y a aussi un centre étudiant dirigé par Arkady, tous passionnés et incroyablement passionnés par l'aérostation. Donc, nous avons une grande équipe de spécialistes adultes très expérimentés et extrêmement talentueux. Il y a un énorme potentiel et très prometteur et innovant dans notre pays pour les dirigeables, tant en termes de matériaux que de mathématiques, des calculateurs très compétents et très innovants, des aérodynamiciens également très forts et très dynamiques et enthousiastes, tout cela existe, et une multitude d'étudiants qui sont passionnés et très enthousiastes par tout cela. Et ce qui est le plus remarquable, c'est qu'à partir du moment où le projet a été lancé, j'ai déjà reçu plusieurs appels aujourd'hui. Chaque jour, de tels appels se produisent. Des appels viennent des instituts, des universités, des entreprises, et quand ils entendent dirigeable, ils disent sérieusement, oui, sérieusement, nous allons le faire, nous allons le faire. Eh bien, écoutez, nous pouvons faire une chose, une autre, une troisième, une quatrième, une cinquième. Nous commençons simplement à proposer notre aide. Tout. Ils disent que, en gros, les gars, le pays a besoin de dirigeables. Et donc, quand j'ai commencé à parler de l'équipe du projet, tout cela m'est revenu en tête. Je me suis souvenu qu'un nombre incroyable de personnes participent au projet et veulent y participer.
et je vous remercie beaucoup de vous adresser à nous, de nous aider. Donc le projet est en réalité énorme et il est populaire. Et à propos de cela, disons de dessiner ce que cela va être. Dessinons. Encore une fois, il s'agit d'un projet d'investissement pour créer un système de transport basé sur des dirigeables. Nous avons nommé le projet Aeronova. Entreprise, C'est donc une entreprise. Pourquoi Aeronova? tu me demandes? Oui. Je sais seulement pourquoi c'est nouveau. Aéroport, c'est clair. Eh bien, parce que c'est nouveau. Nouveau, si on parle de sens. Eh bien oui, il y a des explications. En gros, l'entreprise s'appelle Aeronova. C'est un projet de création d'un système de transport basé sur des dirigeables ou un dirigeable de nouvelle génération. Ce projet a été initié par l'entreprise Solar Group, qui se consacre au crowdfunding dans le domaine des sciences et des projets sociaux technologiques. Dans le cadre de ce projet, initié par Solar Group, une certaine somme de fonds sera mobilisée, tout est correct et quelque chose sera réalisé, que je vais maintenant décrire ici et nous en parlerons pour faire court. Dans le cadre du projet très ambitieux et innovant de création d'un système de transport moderne et efficace basé sur des dirigeables, il est absolument nécessaire de créer une cellule de base sans perte ou MVP, comme on aime souvent dire, pour des secteurs entiers, diversifiés et variés. Cela signifie que nous devons impérativement financer, organiser, créer et commercialiser un domaine entier qui générera des revenus substantiels, qui construira des dirigeables, en gros comme des cellules qui vivront et se développeront de manière autonome par la suite. De quoi va-t-elle se composer? Tout d'abord, un bureau d'études. En effet, le bureau d'études commence déjà à s'organiser. J'ai déjà dit qu'environ 20 personnes ont été embauchées, travaillent déjà, s'activent. Ce bureau d'études est actuellement situé dans des locaux loués et y restera jusqu'à ce que nous construisions le premier hangar. Nous parlerons du hangar un peu plus tard. À ce propos, en effet, également. En fait, ce bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie et l'innovation technologique s'occupe actuellement du développement du premier appareil innovant et révolutionnaire. Cet appareil sera un démonstrateur impressionnant des capacités avancées et des possibilités des technologies modernes de pointe utilisées dans divers secteurs, entre autres. Nous avons déjà déterminé en détail et précisément quel type d'appareil ce sera. Cet appareil sera un drone sans pilote, ou parfois optionnellement piloté, si jamais cela s'avère nécessaire, capable de transporter environ 500 kg sur environ 500 km. C'est un petit appareil qui peut être créé très rapidement, et il sera construit dans un délai d'1 an à partir d'aujourd'hui. Cela fait déjà 1 mois que j'en parle à plusieurs reprises, de manière détaillée et en profondeur. Il sera créé dans un délai d'1 an, et sur cet appareil seront mises en œuvre toutes les solutions les plus modernes nécessaires aux dirigeables pour qu'ils deviennent contemporains et puissent s'intégrer dans le système logistique de transport. C'est une sortie automatique du hangar. Vous avez pu voir une vidéo montrant comment les dirigeables sont sortis des hangars. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, c'est un grand dirigeable. De nombreuses personnes tiennent des cordes pour qu'il ne s'envole pas. Ils le sortent du hangar, le lâchent lentement et il s'envole tout seul. Mais c'est du siècle dernier, en réalité, c'est une tâche assez complexe, enfin pas difficile. C'est juste un défi d'ingénierie intéressant à résoudre afin d'éviter cela, car l'exploitation d'un dirigeable doit se faire en mode automatique. C'est une sortie automatique du hangar, un vol automatique selon un plan, un atterrissage automatique, un chargement automatique, un déchargement automatique, un retour, un amarrage automatique, un retour automatique dans le hangar, et toutes ces propriétés et ces fonctions doivent être présentes dans tous les futurs dirigeables, mais tout sera testé sur le premier
qui sera petit pour que ce soit rapide et peu coûteux. Ainsi, un petit appareil à structure souple sera créé avec de telles caractéristiques. Il y aura une limitation. Nous prendrons 12 mètres de hauteur pour qu'il puisse entrer dans n'importe quel hangar aéronautique afin de ne pas avoir à construire quelque chose de nouveau pour lui. Nous avons également compris que sa vitesse sera d'environ 120 km/h avec un maximum de 100 en croisière. Nous avons encore quelques informations à son sujet et actuellement, le bureau d'études travaille là-dessus. Cet appareil sera un démonstrateur de nouvelles technologies, un démonstrateur des capacités organisationnelles, montrant ce qui est possible, et des méthodes seront également testées sur celui-ci. D'accord, parlons de la conception assistée par ordinateur plus tard, mais en réalité, les précédents dirigeables étaient créés à l'ancienne, sur papier. Ce dirigeable sera entièrement créé à l'aide d'outils de conception modernes. Ce sont des systèmes PLM, CAD, CAM, CAED, tout est clair. Le bureau d'études, disons, apprendra, non pas qu'il apprendra, mais qu'il se transformera et devra absolument et certainement utiliser cela. Voilà ce que je voulais dire. Les méthodes de production en série seront mises au point et cet appareil pourra déjà être produit en série et appliqué commercialement. Il y a déjà une demande pour cela, même dans notre pays, dans le Grand Nord, en Yakoutie, etc., où les dernières heures de vol des avions soviétiques sont comptées. La petite aviation n'a pas de remplacement prévu, et il est probable que nous réussirons à commencer la production de cet appareil, qui sera ravi de répondre à tous ses besoins, d'autant plus qu'il sera économiquement plus viable. Ensuite, après cet appareil, un appareil rigide sera construit, d'une capacité de charge complètement différente et substantielle. Ce sera un appareil rigide de 10 tonnes, de construction rigide, c'est-à-dire que si celui-ci est souple, celui-ci sera déjà rigide, avec la possibilité de soulever 10 tonnes, de manière impressionnante, de transporter déjà sur 1000 km, à une vitesse même supérieure à 120 km/h, et un hangar sera déjà construit pour cet appareil, de manière significative, en termes de performance et de capacité, en comparaison avec les modèles précédents et existants dans le domaine de l'aviation. Un hangar n'est en grande partie pas du tout un garage pour stocker un dirigeable, c'est en effet comme un atelier d'assemblage, un atelier de réparation, c'est-à-dire où ils doivent être produits en série. Le hangar sera probablement construit pour 2 dirigeables. C'est en réalité comme un mini-usine de production de dirigeables. Donc si dans un an nous faisons voler cet appareil, commençons son exploitation expérimentale, sa certification ultérieure et la mise en place de sa production en série, alors dans 6 mois, nous commencerons à coordonner et à approuver les exigences tactiques et techniques pour cet appareil, après quoi nous passerons à son projet préliminaire. Lorsque le projet préliminaire atteindra un certain stade d'achèvement, nous comprendrons quels hangars spécifiques seront nécessaires pour cet appareil, et cela prendra environ 7 à 8 mois à partir d'aujourd'hui, et la préparation et la construction du hangar commenceront, ainsi que le développement, l'assemblage, la production, l'exploitation et la certification de ces 2 appareils de 10 tonnes. En fait, ce processus est de manière significative complexe et nécessite une attention particulière à chaque étape. En effet, chaque phase est cruciale et doit être exécutée avec soin. Pour construire un hangar, il est naturellement nécessaire de trouver un terrain, soit en le louant, soit en le faisant sur le terrain de quelqu'un d'autre en partenariat, soit en l'achetant. Idéalement, pour le projet, il faudrait acheter le terrain, car le tactique ne disparaîtra nulle part. Mais il y a aussi une proposition, d'ailleurs, d'acheter un aérogare. Après le luxe soviétique, lorsque la petite aviation était partout, il reste encore beaucoup d'aérogares, et beaucoup d'entre eux sont en état de survie. Ils sont donnés presque pour rien, et c'est très mauvais pour nous, mais en réalité, cela peut être bien,
car nous n'aurons peut-être pas à acheter le terrain depuis le début. Il sera plus facile de prendre un aérogare existant. Il y a déjà un aérogare spécifique en tête qui peut être pris. Il est déjà sur le plan général comme aérogare et tous les travaux avec l'administration ont été réalisés. Cela pourrait économiser plusieurs années au projet et c'est probablement ainsi que cela sera fait. Donc, en résumé, ce qui sera réalisé dans les environs 3 à environ 5 prochaines années, c'est la formation d'un bureau d'études pleinement opérationnel, la mise en place d'une production en série, la production et l'exploitation de petits appareils qui mesurent environ 500 sur environ 500, et par la suite, avec des modifications, ils pourraient atteindre jusqu'à environ 1 tonne et environ 1000 km. Un terrain sera acquis, un hangar sera construit, capable de produire, bien sûr, un appareil de 10 tonnes sera développé, et dans ce hangar, 2 appareils seront fabriqués, ils seront certifiés, et tout ce système sera capable de les produire et de les vendre en série. De plus, un centre de formation, sans lequel rien ne peut se faire, sera nécessaire pour les essais en vol. Le centre LIS sera basé ici, c'est-à-dire qu'il se trouvera là où le hangar sera construit. Le centre de formation, très probablement, sera également ici. Le centre de formation est tout simplement nécessaire pour former des pilotes, des techniciens, des ingénieurs. Familiariser avec les dirigeables, bien sûr, comment les piloter, comment en prendre soin, comment les réparer. Il y a en réalité beaucoup de tâches, et en plus de cela, une petite et modeste production, une production en série, quand je parle ici dans ce contexte particulier, en réalité est véritablement beaucoup de composants diversifiés, d'assemblages variés, ainsi que des matériaux multiples d'électronique sont déjà produits, y compris dans notre propre pays. Et il n'est pas nécessaire, pour ainsi dire, de réinventer la roue. Le dirigeable est tout de même un système complexe, composé d'un grand nombre de systèmes complexes. Ce système est encore constitué d'autres systèmes. Il faut utiliser des solutions prêtes à l'emploi, c'est ainsi que cela a été fait et le sera. Et il existe des entreprises qui s'occupent de matériaux composites, il y a des entreprises qui s'occupent des moteurs, il y a des entreprises qui s'occupent de l'électronique. La tâche du bureau d'études est de concevoir le dirigeable de manière à ce qu'il soit assemblé à partir de ce qui existe, afin de ne pas réinventer ce qui n'existe pas. Évidemment, mais une partie des technologies, des processus devra être laissée de côté. Ce sont des matériaux de coque, probablement le soudage de ces coques. Ce sont des structures. Le complexe de navigation et de pilotage devra probablement aussi. Ce n'est pas qu'il faudra, mais il y a une bonne chance et une équipe formidable prête à développer ce système de manière autonome. Les cerveaux, en quelque sorte, pour le dirigeable, ce qui est le plus précieux dans un dirigeable moderne, et pour cela il y aura tout de même une petite production, certainement. Très probablement dans le cadre de ce hangar, qui est spacieux et bien équipé, c'est-à-dire pas un bâtiment séparé. Tout cela pourra être organisé ici, en effet. Eh bien, le bureau d'études sera très probablement aussi transféré. Donc, dans 3 à 5 ans, production en série de drones avancés, production en série bien préparée de 10 tonnes certifiées, hangar, terrain, centre de formation, production de visages innovants. Et où cette entreprise peut-elle aller ensuite? C'est en fait le premier pas. Oui, nous parlons de ce qui est nécessaire pour qu'elle commence à générer des revenus. Donc, notre tâche ici, dans ce premier pas, et ensuite, quelle sera la direction du développement? L'argent, oui, en ce qui concerne la génération de revenus. En réalité, la production en série, la vente, l'exploitation de ces dirigeables ne rentabiliseront pas l'ensemble du projet, mais la production en série et la vente de dirigeables de 10 tonnes le rentabiliseront très rapidement, en fait en seulement quelques années, voire même plus vite, parce que cet appareil de 10 tonnes avec ses caractéristiques est un appareil qui surpasse les 2 meilleurs hélicoptères Mi-8 dans toutes ses spécifications, économiquement, tactiquement et techniquement, et qui, en termes de coût de production, sera probablement moins cher que le Mi-8. Le Mi-8 est le modèle d'hélicoptère le plus produit au monde. Il a de nombreuses tâches, il est utilisé dans de nombreux domaines,
et le coût de production de cet appareil sera inférieur à celui du Mi 8. Comme il est 2 fois meilleur, on peut le vendre 2 fois plus. Vous pouvez voir combien coûte un œuf. D'ailleurs, la production en série de ces appareils peut être estimée à au moins un appareil par mois, soit 12, au maximum 2 appareils par mois, soit 24 appareils. Si l'on produit en série pendant un an, le projet sera déjà rentabilisé plusieurs fois et donc le dirigeable de 10 tonnes sera probablement le modèle de dirigeable le plus produit, car c'est comme un camion aérien. Il en faut certainement beaucoup. Quant à la direction que prendra le projet, il se dirigera naturellement vers le développement de systèmes de transport basés sur des dirigeables. Construire 1 ou 2 appareils ne suffit pas à organiser un système de transport. Oui, le système de transport commence par le développement initial, la production détaillée, les essais rigoureux, la certification complète et à la fin, la compagnie de transport. Ici, il s'agit de l'exploitation, de la gestion et d'autres aspects importants. Construire tout le système dans son intégralité est l'objectif principal et ambitieux de ce projet. Et pour cela, il est nécessaire de créer des dirigeables encore plus grands, pas seulement de 10 tonnes. Ce sont des dirigeables de 50 tonnes, 200 tonnes, et ce qui est le plus intéressant, de 200 à 300 tonnes. Le dirigeable, selon ses indicateurs de coût de transport d'1 tonne sur 1 kilomètre, devient le moyen de transport le plus efficace. Actuellement, le transport maritime est le moins cher. Et le transport maritime est visible en ce moment, mais le système logistique s'effondre, oui. Nous voyons tous que les nouvelles parlent de perturbations dans ces livraisons maritimes, que ce soit dans le canal de Suez ou ailleurs. En gros, le transport maritime est surchargé car il est le moins cher. Et la dimension du dirigeable à partir de 200 tonnes devient encore moins chère que le transport maritime, et il est beaucoup plus rapide que le transport maritime, en général, beaucoup plus rapide que probablement tout autre transport, car il ne vaut même pas la peine de comparer avec un avion en course. Mais le dirigeable est capable de prendre une cargaison d'une usine d'un point A et de la livrer directement à un entrepôt sur un autre continent, alors que pour un avion, il faut d'abord charger sur des camions, les amener au train, puis aux aéroports, recharger sur l'avion, et l'avion volera quelque part. En gros, tout ce cycle prendra à peu près autant de temps que le dirigeable pour aller d'un point A à un point B. Ainsi, les dirigeables de 200 tonnes peuvent déjà changer considérablement la donne dans le monde, tant en logistique qu'en économie. Il y a une vidéo, vous pouvez la regarder. En fait, ce n'est pas seulement une vidéo, c'est juste que la vidéo est pratique, on la regarde et tout devient clair, mais de nombreux analystes de tous les pays du monde s'accordent à dire qu'il est nécessaire de construire des appareils de 200 tonnes et qu'il doit y en avoir suffisamment. Alors, ce nouveau chemin de la soie aérien revitalisera l'économie, et la société qui le réalisera sera la plus précieuse de la planète. Mais pour l'instant, personne ne revendique cela. Tout le monde construit de petits appareils touristiques et il faut absolument y parvenir. Ce système, qui sera formé en 3 à 5 ans grâce au crowdfunding, se dirigera vers ces grands appareils. Évidemment, il faut d'abord construire des dirigeables de 10 tonnes, puis idéalement de 50 tonnes, et ensuite probablement de 200 à 300 tonnes. Tout cela deviendra clair progressivement, oui, il pourrait y avoir une transition ici, mais cela se verra. L'objectif est de construire toute une gamme de dirigeables, de les intégrer dans un système de transport, depuis le développement jusqu'au vol direct, en assurant le flux de marchandises. Il y a tout un système de soutien, car il faut bien que le dirigeable se gare quelque part, se charge, décolle, décharge, et il doit être entretenu. En vol, il doit également être assisté, ce qui implique une multitude de documents d'autorisation, de contrats, et ainsi de suite. Donc, le projet sera capable de viser cela,
même avec ses propres moyens, en partant de la production en série de ces deux types d'appareils. C'est-à-dire que l'entreprise, avec ses propres fonds, ou en attirant à nouveau un financement supplémentaire, que ce soit par le biais de prêts ou de grands investisseurs, ou même de crowdfunding si nécessaire, se dirigera progressivement vers des plateformes stratosphériques, certainement, en effet. Ici, il s'agit du système de transport qui doit être réinitialisé, en ajoutant un grand nombre de dirigeables de 200 tonnes. Oui, on peut gagner de l'argent sur tout cela, que ce soit sur cela ou sur les 50 tonnes, qui peuvent être très variés, allant des énormes paquebots touristiques aux centres médicaux volants, en passant par la livraison d'équipements pétroliers et gaziers. Voici des dirigeables de 200 tonnes, certains seront fabriqués pour Roscosmos. Ils ont besoin de livrer leurs fusées vers les cosmodromes. Les blocs de fusées porteuses depuis les usines de production. L'une d'elles est à Moscou, le cosmodrome de Vostochny. La logistique est compliquée. Ils ont besoin d'un deuxième appareil, ou plusieurs. Nous aurons bientôt un nouveau vaisseau. Spatial, des vaisseaux russes sont en construction. Le NKS sera bientôt hors service. Ils construiront une station orbitale russe, puis il y aura une station orbitale lunaire. Ils prévoient déjà avec ces nouveaux vaisseaux où les cosmonautes vont atterrir. Et ils réfléchissent à un système de sauvetage pour les cosmonautes. Rien de plus élégant que de les sauver avec des dirigeables n'a encore été imaginé. C'est pourquoi il faudra aussi construire des dirigeables pour cela. Tout cela mène à ce grand rêve. Le fait que de nombreux dirigeables de 200-300 tonnes commencent à gérer les flux de marchandises sur la planète, oui, et en parallèle, construire des appareils stratosphériques. C'est dans la gamme des dirigeables de 50 tonnes que des plateformes stratosphériques de fret seront déjà créées, capables de soulever 1 ou même 2 tonnes à une altitude allant jusqu'à 20 km. Eh bien, pas jusqu'à environ 20 là, mais entre 15 et 20. J'aimerais écrire environ 5, ma main ne se lève pas, mais des appareils pourront soulever environ 1 à 2 tonnes à environ 2 km, et ces appareils seront intégrés dans la conception déjà dans le cadre de ce projet. Ils seront probablement construits quelque part près de ces dirigeables. Ce n'est pas environ 3 à 5 ans, c'est probablement environ 6 à 7 ans pour le projet. Ce sont des dirigeables de 50 tonnes, stratosphériques, et pour les dirigeables de 200 tonnes, cela prendra environ 10 ans, peut-être plus vite. Eh bien, il n'est pas nécessaire d'attendre 10 ans pour recevoir les premiers fonds, les premières sommes d'argent que les gens reçoivent ici. Et nous parlons de cela pour que les gens comprennent les perspectives, surtout quand les gens demandent combien allons-nous gagner. La question est, demandez-vous dans 5 ans combien d'entreprises gagneront de l'argent ou dans 10 ans, car ce sont des entreprises complètement différentes, mais en même temps... En réalité, on peut déjà gagner de l'argent dans 1 an ou 1 an et demi, même, et pas seulement comme ça. Le premier dirigeable démonstrateur qui s'élèvera dans les airs peut déjà être commercialisé, au moins en y apposant de la publicité, et cela représente déjà un profit pour l'entreprise. Un profit pour l'entreprise, c'est un profit pour les investisseurs. Eh bien, je ne l'appellerai pas du tout démonstrateur, puisque nous avons encore un démonstrateur avant le démonstrateur. Notre premier sera un petit dirigeable de 100 mètres cubes. C'est déjà un petit dirigeable qui décollera au printemps. Ce sera un modèle à l'échelle complète de ce dirigeable, c'est-à-dire que s'il a un volume de 2000 mètres cubes, ici il a un volume de 100 mètres cubes, mais il sera géométriquement similaire. Il aura toute la mécanique de contrôle, c'est-à-dire des gouvernails, dans les mêmes proportions, en même quantité. Les moteurs seront de puissance correspondante aux mêmes emplacements. Les pas des hélices. En gros, ce sera un modèle complet de cet appareil pour tester précisément les systèmes de contrôle sans pilote afin qu'ils puissent tomber nez à terre, se heurter à des arbres, pour que tout puisse arriver avant que nous construisions cet appareil, afin que nous puissions déjà entièrement mettre à l'échelle le système et que notre intelligence intégrée dans son contrôle
soit familière avec la machine et qu'il ne se passe rien de grave avec elle. Cela sera construit rapidement, dans environ 1 an, et il sera possible d'y placer de la publicité. En réalité, lorsque ce grand dirigeable décollera, je suis déjà sûr qu'il y aura des précommandes pour l'appareil suivant et une possibilité de paiement anticipé, donc le profit dans le projet apparaîtra même plus tôt que dans 3 ans. Mais encore une fois, la question est de savoir s'il faut distribuer. Il vaut mieux réinvestir les premiers profits et commandes dans le projet lui-même. Il y a plus de personnes intéressées par... Je pense qu'il était nécessaire de comprendre l'humeur des investisseurs. Oui, si les investisseurs voient une bonne dynamique et qu'ils verront qu'un hangar va bientôt être construit, qu'il y aura une production en série d'appareils sérieux, il est préférable de réinvestir l'argent et d'accélérer ces processus. Bien que certains processus soient impossibles à accélérer. Par exemple, la certification de cet appareil est déjà une procédure bureaucratique. Évidemment, cela dépend aussi des gens, de la préparation des documents, de la soumission de ces demandes. Mais quelque chose en général, même si nous vivons en Russie, ne peut pas être accéléré avec de l'argent. Oui, mais dans l'ensemble, tout semble en réalité extrêmement attrayant. C'est pourquoi Solar Group s'y est engagé. Parce que les dirigeables sont importants. Les dirigeables sont nécessaires. C'est un fait. Le fait que nous puissions les construire est encore un autre fait indiscutable que nous allons nécessairement démontrer. La société qui construira en premier des dirigeables modernes sera comme une licorne sur le marché. Avez-vous vu des dirigeables modernes? Non, vous ne les avez pas vus. Personne ne les a vus, parce qu'il n'y en a pas. J'ai vu quelque chose. T'as volé en Allemagne. Ce qu'il a avec nous est moderne, mais pas du tout moderne. Là-bas, ça se passe. T'as vu, 2 petites personnes sont sorties, 2 sont entrées. Point de vue technologique. Et les Chinois en ont construit un similaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un dirigeable moderne, c'est juste une copie de ce dirigeable qui volait il y a 100 ans. Juste à partir de ce qui existe maintenant. Eh bien, Fiodor a expliqué que ce qui sera fait, vous pouvez voir un petit cercle divisé en deux. Si maintenant je dessine un peu, disons que 49% de cette entreprise appartiendra aux investisseurs, aux personnes qui rejoignent le projet aujourd'hui. Et en fait, en réalité, actuellement, en ce moment, vous pouvez également obtenir votre part de l'entreprise. Comment faire cela? Vous pouvez utiliser notre plateforme d'investissement Solar Group, choisir le projet de dirigeable de nouvelle génération et investir le montant que vous jugez approprié. À l'heure actuelle, vous achetez des parts d'investissement et vous pouvez bien sûr acheter une part d'investissement 2, mais la force de notre offre réside dans le fait que nous proposons de les acquérir en gros et dans ce cas, si vous les achetez en gros, vous obtenez une réduction sur les parts que nous appelons un paquet de parts d'investissement. Le paquet minimum est de 1 000 $, l'investissement moyen est de 2 à 3 000 $ et vous pouvez payer ce montant non pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. Par exemple, choisir un paquet de 2 000 $ et payer 100 $ par mois pendant 20 mois. La question est, pourquoi payer pendant 20 mois si vous pouvez simplement économiser ces 2 000 $ et investir plus tard? Et ici, il est important de comprendre que notre projet est divisé en 20 étapes de financement. À chaque étape, le projet passe par différentes tâches et passe de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième. Qu'est-ce qui change? Les conditions d'investissement changent, cette fameuse réduction. En d'autres termes, à la première étape, en investissant 1 000 $, vous obtenez plus de parts que si vous investissez 1 000 $ à la 10e étape d'investissement. Tout est très simple et clair. À la première étape, vous, en tant qu'investisseur, risquez beaucoup plus, car maintenant, en étant là en novembre 2024, vous entendez que le premier petit dirigeable décollera au printemps. Et lorsque le petit dirigeable décollera au printemps, les risques pour le projet seront complètement différents. Ils seront plus bas.
Les gens le verront et investiront, mais ils ne pourront plus obtenir les conditions d'investissement telles qu'elles existent aujourd'hui, par exemple. En d'autres termes, le risque et les conditions d'investissement sont corrélés. De plus, aujourd'hui, notre projet a commencé son financement, mais nous ne sommes pas encore à la première étape. Nous sommes actuellement à l'étape préparatoire, 0, ou comme nous l'appelons, l'étape de pré-lancement de financement. Cette étape où nous préparons publiquement ce projet avec vous, disons, et le déployons pleinement pour un financement ultérieur lorsque nos sites, contrats et schémas juridiques financiers sont en préparation. Tout cela pour que tout soit clair, légal, transparent et accessible. À l'étape de pré-lancement actuelle, qui se terminera très bientôt, je pense que vous connaîtrez la date exacte lors de la conférence qui aura lieu le 16 novembre à Moscou. Vous pouvez venir, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Je ne sais pas s'il reste des places, mais quand même. Et lorsque nous passerons de l'étape de pré-lancement actuelle au premier stade de financement, les conditions d'investissement se détérioreront de moitié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir est 2 fois plus avantageux que lors de la première étape de financement. Vous obtiendrez 2 fois plus de parts en investissant le même montant. Faites attention à cela, si ce que nous faisons vous intéresse, si le dirigeable vous intéresse, à en juger par vos questions, et je vois que le projet vous plaît, investissez aujourd'hui, sécurisez des conditions d'investissement avantageuses, et dans ce cas, Alors, récapitulons brièvement. Si j'achète des parts aujourd'hui, où est mon profit? Comment vais-je finalement le récupérer? aujourd'hui, oui, nous n'en avons même pas encore parlé. Le plus intéressant est à venir. Tu as parlé de la façon dont le profit est généré. Donc, cette entreprise est actuellement la SARL Aeronova. Vous pouvez ne pas chercher sur Google, le nom n'apparaîtra sur Internet que dans 5 jours. Oui, c'est la SARL Aeronova à 49%, qui possédera une entreprise étrangère, dont une part peut être acquise via le compte personnel. Dès que l'entreprise sera prête à devenir une société par action et à entrer en bourse, et je pense que cela se produira plus tôt que dans 3 à 5 ans, car les appareils voleront déjà, les aéronefs seront en construction à plein régime et la production en série de grands appareils sera établie, alors l'entreprise sera prête pour l'IPO. L'entreprise sera réorganisée en société par action, fera son IPO, et ensuite, c'est à vous de décider dans votre compte personnel. Vous cliquez soit sur oui, je veux devenir actionnaire, récupérer mes actions, soit laisser cela en gestion fiduciaire à Solar Group et recevoir également des dividendes significatifs via votre compte personnel, exactement comme ils sont attribués à chaque action. En gros, voilà toute la mécanique en termes. Oui, en fin de compte, ceux qui souhaitent obtenir une part de l'entreprise, qui veulent posséder directement la société, pourront échanger leur part contre des actions, c'est-à-dire posséder des actions directement ou via Solar Group. Donc, si j'investis aujourd'hui, cela signifie que je reçois plus de parts pour un rouble investi que si j'investis, disons, dans un an. Pour un rouble, je recevrai moins de parts si c'est simplement mon rouble. Maintenant, il rapportera plus d'argent que dans un an, mais dans tous les cas, Actuellement, pour chaque dollar investi, vous recevez en moyenne 1000 parts. Dès que nous passerons à la première étape, vous recevrez en moyenne 500 parts pour chaque dollar investi. Dans un an, peut-être environ 250 parts pour chaque dollar investi. Encore une fois, pourquoi des dollars? Le projet semble russe, l'entreprise est en Russie, mais les dollars. Aujourd'hui, ce webinaire se déroule en russe. En fait, nous avons des investisseurs de plus de 190 pays. Il n'y a probablement pas de pays d'où nous n'avons pas, d'une manière ou d'une autre, d'enregistrement ou d'investisseurs. Et pour rendre le projet international, nous avons cette monnaie internationale dans le compte personnel. De plus, cela aide à se protéger contre l'inflation. C'est aussi une question, car l'inflation en Russie, le taux de change du dollar peut changer, et tous vos budgets et calculs ne correspondront pas. Lorsque nous évaluons le projet en dollars, il y a beaucoup plus de chances que rien de tel ne se produise. Quoi qu'il en soit, le dollar reste pour l'instant la monnaie mondiale la plus fiable. Alors, rejoignez le projet. Nous avons donné aujourd'hui des informations complètes sur ce que nous faisons, comment nous le faisons,
comment nous prévoyons de gagner de l'argent, comment vous pouvez vous joindre à ce que nous faisons. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Vous pouvez écrire sur VContact, sur YouTube, sur Rotube. Nous allons maintenant passer aux questions. Je vois que vous écrivez déjà des questions, donc commençons par celles qui sont déjà là. Oui, alors la première question. Dites-moi, Solar Group est-elle déjà devenue cofondatrice d'une nouvelle entreprise ou cela est-il seulement prévu? Cela est seulement prévu d'être fait dans un avenir proche. Je pense que cela sera fait avant de passer à la première étape. Cela fera déjà partie de l'un des points. C'est-à-dire qu'actuellement, en ce qui concerne la nouvelle, il y a beaucoup d'histoires juridiques et bureaucratiques en cours, y compris celle-ci qui est en attente, n'est-ce pas? Oui, Quel projet sera après les dirigeables? Nous n'y pensons pas encore. Pour l'instant, il y a quelque chose, où nous y réfléchissons. Peut-être as-tu des idées? j'ai en tête quelques technologies très intéressantes. Peut-on en parler? S'il y avait maintenant un besoin de lancer un projet, sais-tu quelque chose d'intéressant avec quoi tu aimerais toi-même travailler? Oui. Pourquoi moi-même? Il y a juste des gens, des équipes d'ingénieurs qui... Tu ne vas pas le dire? Il n'y a pas de sens. Ce n'est pas encore prêt. Les dirigeables sont prêts. Et si c'est maintenant, c'est aussi lié à l'énergie, avec des moteurs révolutionnaires, mais à hydrogène. Donc ce ne sont pas des moteurs électriques, c'est sûr. La qualité du son m'a ravi aujourd'hui. Voilà. Alors, il s'avère que quelqu'un regarde les webinaires le mardi, quand les webinaires du mardi contiennent la même information pour les débutants. Celui qui regarde le webinaire du mardi pour la première fois, pourquoi fais-tu cela? Regarde-le le jeudi. Je suis novice en investissement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire à quoi m'attendre des investissements dans dirigeables? En principe, une personne a posé cette question au début du webinaire. J'espère qu'avec notre webinaire d'une heure, nous avons justement répondu à cette question. Nous n'avons pas mentionné la valeur théorique de l'entreprise, la valeur du projet, pour pouvoir la calculer, c'est-à-dire par combien elle sera multipliée, théoriquement par combien les investissements seront multipliés. Tu as dit à propos du volume total de financement, Je n'ai pas dit, j'ai dit 3-5 ans, je n'ai pas du tout parlé de montant. et il me semblait que tu avais dit le volume total de financement sur 3-5 ans que nous prévoyons d'attirer est de 100 millions de dollars. Avec ce schéma, avec ce modèle commercial, le revenu prévu de cette entreprise, déjà après impôts et après tout le reste, est d'environ 350 millions de dollars par an. Oui, cela permet précisément la production en série de 10 tonnes au maximum. Oui, nous n'incluons pas ici la direction stratosphérique avec des appareils stratosphériques, nous n'en avons même pas parlé aujourd'hui, nous n'incluons pas les commandes externes potentielles, parce qu'une certaine entreprise peut venir et dire qu'elle a besoin d'un appareil spécifique pour mes tâches spécifiques. Pour elle, une variante sera réalisée. Voici le même cosmos dont nous avons parlé. Oui, si 10 appareils ont été fabriqués, cela représente aussi tous des revenus supplémentaires, et qui sait à quel point ils sont supplémentaires, peut-être que certains seront parmi les principaux, mais si nous ne prenons pas toutes ces directions commerciales, ne considérons que ce dont Fyodor a parlé, alors c'est déjà le bénéfice qui rembourse largement tous les investissements dans le projet plus rapidement qu'en un an. Il existe une évaluation standard et compréhensible, une évaluation de marché des entreprises. Une entreprise est évaluée à 3 ans de ses bénéfices. Dans ce cas, avec cette mathématique, nous pouvons envisager une évaluation à 1 milliard de dollars. Alors, tu as dit 300 et quelques millions par mois, c'est ça? Pourquoi? Par année. Par année, 3 bénéfices par an. Milliards. Oui, milliards. Nous sommes convaincus que cette évaluation sera plus élevée car, encore une fois, c'est une évaluation classique. Si vous regardez les marchés boursiers, toutes les entreprises qui n'ont pas de problèmes financiers valent beaucoup plus que leurs bénéfices annuels, pas 3, mais 10, 20, et certaines entreprises valent 40 fois leurs bénéfices annuels.
Il y a des entreprises déficitaires il y a aussi des entreprises déficitaires qui, malgré tout, ont de la valeur. Cela donne un nombre infini de bénéfices annuels. Donc, en réalité, les investisseurs n'évaluent pas en chiffres. C'est une évaluation standard. Si nous voulons, par exemple, vendre cette entreprise à quelqu'un, on demandera combien. C'est ainsi que les affaires sont évaluées. Mais en réalité, les investisseurs évaluent généralement différemment. Le rendement d'une action. Le rendement d'une action, oui, c'est l'un des critères. Ou plutôt, ce qui est plus important, ce n'est même pas le rendement actuel, mais la perspective de rendement futur. Parce que pourquoi acheter une action de l'entreprise Apple si cela représente 40 bénéfices annuels? Pourquoi acheter une entreprise qui se rembourse en 40 ans? Les gens disent donc, d'accord, je crois qu'Apple gagnera 2 fois plus dans 10 ans qu'actuellement. C'est donc cette perspective. C'est pourquoi l'évaluation et tout cela est une question complexe. Il y a aussi un aspect psychologique. Mais si l'on ne se base pas sur des conjectures, mais sur des éléments purement commerciaux, sur certaines métriques, alors voilà ce que nous avons nommé quelle sera la politique de dividende de la nouvelle, quelle part des revenus après la réalisation du projet est prévue pour les dividendes après la réalisation réussie des objectifs du projet avec succès. La politique de dividende est la moitié des bénéfices pour les investisseurs. Nous allons probablement formaliser cette chose dans un certain mémorandum, ce que la moitié des revenus sera consacrée aux dividendes et que la seconde moitié continuera à développer l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que cela se produira lorsque la société sera déjà actionnariée ou peut-on aussi le fixer ici? Dans le cadre de l'entreprise, avant de devenir une société par action et de sortir en IPO, il est important de noter que si des bénéfices arrivent, il faudra convenir de manière précise et détaillée de la manière dont Solar Group sera prêt à les restituer. Il y a une idée de rédiger spécifiquement des règles de jeu plus transparentes, de sorte que même si la direction souhaite réinvestir tous les bénéfices, elle sera tout de même obligée de distribuer une certaine somme. Certaines entreprises ont de telles règles. Oui, mais on peut laisser, pour ainsi dire, ce n'est même pas un pas en arrière. On peut laisser la possibilité de réinvestir en tenant compte, par exemple, d'un vote général à travers le cabinet personnel des investisseurs. Sinon, ils pourraient dire « Pourquoi investir ? D'où je ne peux pas avoir de mémorandum ?» Eh bien, il y a aussi cette règle. Si une entreprise ne paie pas de dividendes, elle a donc en quelque sorte de l'argent qui reste sur son compte courant, ce qui signifie que la capitalisation de l'entreprise augmente. Souvent, lorsque l'entreprise verse des dividendes, sa valorisation chute puis remonte à nouveau. Parce qu'en réalité, l'entreprise a pris 1 milliard de dollars, par exemple, et l'a versé quelque part, elle devient donc 1 milliard de dollars plus pauvre. Donc même si aucun dividende n'est versé, la valorisation continue d'augmenter. Un coussin de liquidité est également bon pour les affaires. Alors, la bulle peut être entourée d'une partie rigide, comme un cerceau. Ce cerceau peut être tourné et avoir une hydrostabilisation. Tout cela se trouve dans le département des technologies prospectives et des recherches. Toutes les idées sont en réalité enregistrées, car les gens écrivent beaucoup d'idées réelles. Et comment pourra-t-on accéder au futur site si une personne souhaite contribuer d'une manière ou d'une autre via le chat sur Telegram afin qu'elle puisse contacter directement des spécialistes concernés? Actuellement, les spécialistes ont une quantité incroyable de tâches. Eh bien oui, si tout le monde écrit directement. Mais il faut aussi organiser un genre de centre de presse. Ou alors ce sera toi qui recevras tous les messages, pour l'instant. Oui, nous avons un Telegram pour les questions et les propositions. Une section séparée où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et l'historique ne disparaît nulle part. Nous y faisons périodiquement des mises à jour, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et nous formons des tableaux à partir de cela. En gros, si vous avez des propositions, rejoignez le Telegram. Dans le groupe officiel Telegram, le groupe Telegram du projet, se trouvent les questions et les propositions. Et dans la rubrique, quand il y a une section séparée, vous pouvez lire, voir à quel point elles sont croisées avec vos pensées. Car en réalité, les idées des gens convergent. Et c'est un fait.
Alors, peut-on déjà voir les enregistrements des champs expérimentaux des modèles quelque part, et les résultats, ou ne sont-ils pas encore préparés? Eh bien, apparemment, depuis le lancement... Non, mais vous savez, cela ne sera lancé qu'au printemps. Non, avec le lancement de l'appareil stratosphérique, je suppose. Ah, eh bien oui, en fait, l'enregistrement des modèles de champs expérimentaux, effectivement, c'est important. Enregistrement. Probablement tout cet appareil stratosphérique. Vous verrez lors des tests. Concernant les stratosphériques, la vidéo est en préparation. Récemment, nous avons lancé, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons lancé une série de lancements expérimentaux visant à tester l'équipement radioélectrique qui sera ensuite suspendu et utilisé dans une expérience avec un appareil stratosphérique à dérive prolongée. L'objectif de l'expérience est de tester le système d'appareil à dérive prolongée ainsi que le système de communication radio pour créer une chaîne de sondes stratosphériques afin d'assurer la communication sur la route maritime du Nord ou autour de l'équateur, dans les pays du Sud. Et dans le cadre de cette petite tâche, les lancements expérimentaux ont commencé. Des lancements de pointe, c'est-à-dire un lancement de pointe lorsque l'appareil, l'équipement sur le Stratosa, s'élève et redescend en parachute. Et pendant ce vol, il est possible d'expérimenter avec la communication radio, de vérifier l'équipement. Il y aura probablement 3 lancements de pointe. Pour une expérience scientifique, c'est quelque chose de répétable, pas une seule fois, pour acquérir de l'expérience et des statistiques, et par la suite, cet équipement sera attaché à un Stratosa à dérive prolongée qui, idéalement, devrait sortir dans le courant polaire circulaire pendant un mois et y circuler, transmettant des signaux radio, transmettant des informations, et si cette expérience est réussie, un réseau de tels appareils sera ensuite lancé. Nous avons déjà effectué le premier lancement, expérimental, de pointe, et la vidéo est en préparation avec le rapport. Y a-t-il exactement des rendus de ces dirigeables dont nous parlons? Vous le verrez à la conférence, ou vous pouvez le voir en ligne, ou vous pouvez y assister en personne, ou le regarder en ligne. Après la conférence, tous ces matériaux seront accessibles au public, car il en reste peu. Alors, environ 10 tonnes de charge utile. Est-ce, vous savez, la charge utile ou bien la masse totale du dirigeable? Charge utile. Où est-il prévu de louer un terrain pour le hangar et pour quelle durée est-il prévu de le louer? Idéalement, bien sûr, acheter, mais il est tout à fait probable que cela se fasse par location, ou peut-être même par une autre méthode. Si l'on loue pour 50 ans, il y a 2 voies, l'une bonne, l'autre ordinaire. Il y a une zone économique spéciale dédiée à l'aérospatiale, avec des terrains d'aviation à Ryazan, et cela pourrait être envisagé de manière plus approfondie et détaillée dans le futur. On peut y entrer, dans ce cluster aérospatial, obtenir des avantages, des préférences, et y louer un terrain pour 50 ans sur ce terrain d'aviation, construire le premier hangar et y produire en série ces appareils. Par la suite, il faudra construire de nombreux hangars dans chaque région et chaque pays, donc la question est simplement de savoir où sera le premier. Soit à Ryazan, soit près de Joukovski, très probablement. Et au Streltsov et Nickel 63, sais-tu ce que c'est? Solar Group doit s'en occuper, cela changera tout et unira tout le monde. Ostreltsov est apparemment une personne qui s'occupe des isotopes, du radio. J'ai compris, je veux depuis longtemps rencontrer cette personne. L'inventeur, je l'ai aussi suivi, regardé. Il est ambigu, mais c'est une bonne personne. Et les technologies sont ambiguës. Là-bas, ils avaient un accélérateur créé par un inventeur qui n'est plus en vie, et à Streltsov,
Je ne me souviens pas s'il a dit s'il a cet accélérateur fonctionnel, ou s'il sait comment le faire, ou s'il ne sait pas. En gros, il y a tant d'inconnus, et ce sont tout de même des matériaux radioactifs, c'est du travail avec des réacteurs, etc. C'est des dirigeables, et c'est déjà assez compliqué, car il faut certifier l'aviation, etc. C'est à la limite. Et travailler avec des matériaux radioactifs, je pense que tant qu'on ne nous le permettra pas, pas du tout. Bien que si, non pas si. Mais quand Solar Group s'étendra au point où nous commencerons à lancer des projets dans d'autres pays. Il y a des pays avec une législation plus clémente concernant les matériaux radioactifs et les expériences avec ceux-ci pour les particuliers. Mais Astraltsov est déjà âgé. Il se dépêche. L'avion MS-21 est certifié depuis 2012. Combien de temps faudra-t-il pour certifier le dirigeable? En un an peut-être. En tant que membre de la nouvelle équipe, ils l'ont déjà fait, certainement. Ils ont construit en un temps record, certifié en un an. Si nous prenons l'aérogare prête, alors pourquoi construire un hangar s'il y a déjà un hangar là-bas, si je ne me trompe pas, ou a-t-on vraiment besoin d'un hangar moderne? Concernant ce type d'appareil, il y a de fortes chances qu'il y en ait déjà un. Ce n'est pas un fait en réalité, mais il y a une probabilité. Cet appareil est déjà très grand et nécessite la construction de son propre hangar séparé, et pas comme un garage, mais comme une usine pour la production de ces appareils. Il y a une entreprise à Krasnoïarsk, je crois qu'ils l'ont fondée pour la production de grands navires fluviaux et maritimes, et là-bas, il y a des ateliers de taille appropriée pour la production d'un tel appareil, et je n'ai pas encore vu d'autres locaux de cette taille. La production doit tout de même être moderne. Après tout, on peut construire un dirigeable à Krasnoïarsk, l'assembler, le transporter et s'envoler. Mais il s'agit de production en série, de préférence de production de masse, dans le but de réduire les coûts, d'étudier le coût de revient et de rendre ces appareils accessibles. La production en série consiste précisément à concevoir et à construire des dirigeables qui ont été construits et conçus il y a 100 ans. La mission de l'entreprise Aeronova est d'être, avant tout, Ford dans le monde des dirigeables. Pour cela, il faut construire une usine. Un dirigeable pour chacun? Idéalement, Mais avec Ford, oui, c'est une bonne analogie. Faire de quelque chose d'unique, de cher et d'inaccessible un produit de masse. Alors, un dirigeable stratosphérique est-il plus cher qu'un dirigeable de transport? en développement, il peut être un peu plus cher, mais en production, il est probablement moins cher. Et principal investisseur de l'hélicoptère Mi-8 était l'État. Collaborerons-nous avec lui? Avec qui? Avec l'État. Il faudra collaborer avec de nombreux États. Naturellement, la société Aronova collaborera avec tous, car l'État concentre tout de même de grands flux de marchandises. Un grand transport, comme par exemple un accord sur les céréales, en gros. En gros, la logistique du transport de matières premières est contrôlée au plus haut niveau. Pour le pétrole, c'est la même chose, pour les métaux, etc. Les biens un peu plus simples, bien que là aussi il y a des douanes, des sanctions, etc. Dans tous les cas, jusqu'à la simple certification du dirigeable, il faudra entrer en contact avec l'État. S'il y aura une sorte de collaboration, c'est-à-dire public-privé, je ne sais pas si c'est nécessaire. Actuellement, notre État est au contraire axé sur le fait de transférer toute l'économie vers le secteur privé, russe, bien sûr, mais privé.
car l'État suit un schéma de développement du socialisme au capitalisme. Le capitalisme implique précisément que les entreprises privées et que l'État ne commandent que des services. Et ces derniers temps, cela est très clairement exprimé. Donc, la collaboration aura lieu dans tous les cas. Un véritable partenariat public-privé, mais seulement si c'est quelque chose de très spécifique. Si un projet spécial est nécessaire, on peut créer une filiale séparée, s'il vous plaît. Pourquoi sortir en IPO? Voulez-vous attirer des capitaux pour développer d'autres directions ou pour développer l'entreprise? Ou s'agira-t-il plutôt d'un listing? Oui, ce que nous disons, il est plus correct de dire que c'est un listing, oui, sur le marché, car il n'y a pas d'objectif d'attirer des capitaux. Si nous avions attiré des fonds par le biais d'un crowdfunding plutôt qu'avec l'instrument IPO, alors cela aurait été un IPO classique. Il n'y a pas vraiment d'erreur critique ici, car dans les définitions de l'IPO et en fait dans les objectifs de l'IPO, l'un des objectifs peut être de placer des actions sans attirer de financement, cela aussi est un IPO. Peut-être que vous ne voulez attirer aucun investissement, peut-être que vous voulez simplement vendre une partie de vos actions en tant qu'investisseur et, comme on dit, encaisser, eh bien c'est aussi ce que font les personnes qui ont construit des entreprises milliardaires. Donc, l'IPO n'est pas toujours synonyme d'attraction de capitaux, mais en général, oui, cela implique l'attraction de capitaux. Donc, dans notre cas, oui, c'est plutôt un listing. Eh bien, l'IPO n'est pas une erreur, mais le listing est plus correct, probablement plus compréhensible. Je dirais que nous avons un IPO populaire. Oui, nous avons un IPO populaire, on peut dire ça, oui. Quand est le prochain lancement de l'aérostat? Stratastat. Il est écrit aérostat. Si c'est le stratosphère, alors probablement ce week-end. Si c'est l'aérostat, alors nous n'avons pas prévu de le lancer pour l'instant, seulement des dirigeables. Mais le lancement qui a eu lieu, c'était un stratosphère, n'est-ce pas? Eh bien, appelons-le ainsi. En fait, il faut un peu travailler sur les termes et définitions. Même avec le mot dirigeable, chef d'orchestre, le mot français vient de contrôler. D'ailleurs, j'en ai parlé et il y a eu beaucoup de suggestions dans le chat. Tu vois, il n'y a pas vraiment de nom ergonomique qui soit apparu pour ce type de vaisseau aérien. Alors, l'argent accumulé est conservé sur des dépôts. Accumulé où? Ici, en ce qui concerne le fait que l'argent est transféré dans le projet, est-ce qu'il s'accumule? Oui. Donc Pierre pense qu'il pourrait y avoir de l'argent accumulé pour un dirigeable et autres, et il n'est pas encore dépensé pour des besoins essentiels, mais ils sont déjà dépensés. Eh bien, pour l'instant, les rythmes sont tels que ça s'accumule un peu, mais vous devez comprendre que les investissements viennent réellement de presque 190 pays. Et jusqu'à ce que cette roupie se transforme en rouble, il ne se passe même pas un mois. Oui, donc en gros, l'argent qui arrive dans le projet en ce moment n'est pas placé sur des dépôts, n'est-ce pas? Ils sont dépensés quelque chose sur des dépôts. Pendant un certain temps. Plus précisément, au tout début, tout l'argent était dépensé, car du matériel, des ordinateurs, un laboratoire était acheté, des bureaux étaient loués, etc. Des échantillons de matériaux ont été commandés, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que le travail a vraiment commencé, il y aura quelques mois où il faudra accumuler. Faut-il mettre de l'argent sur un compte d'épargne pendant quelques mois? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Même pas 6 mois, il n'y aura pas de temps pour que l'argent reste. Si jamais le financement du projet s'avère suffisamment actif, il faudra probablement placer l'argent quelque part pour qu'il reste et travaille. C'est maintenant clair pourquoi la question se pose. Quand le taux d'intérêt à la banque est de plus de 20%, les gens commencent à calculer et pensent si je prends des millions et que je les place, je peux tout faire. Je peux même ne pas réaliser le projet, je peux déjà payer des dividendes, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Cela indique que l'argent se dévalue et à de tels moments, Il vaut mieux créer des moyens de production. oui, il faut se débarrasser de l'argent. Dans le pire des cas, acheter un téléviseur et dans le meilleur des cas, investir cet argent quelque part, car tous les actifs vont croître. Il vaut mieux acheter ce que l'on voulait, car il se passe quelque chose de bizarre avec l'argent. J'ai acheté une Opel Corsa, je ne me souviens plus combien d'années il y a, pour 380 000 roubles. Maintenant, cela fait déjà 10 ans. Un nouveau coûte 500.
Sur le marché, il vaut 500 000. Dans la même année, dans le même état. Je pense que c'est drôle. Oui, donc garder de l'argent même sur des dépôts, on ne sait pas à quel point c'est une bonne idée, mais cela peut être à terme. Il vaut mieux investir dans des moyens de production, acheter des machines, de l'équipement, créer quelque chose d'utile, comme des dirigeables, plutôt que de laisser cet argent de côté, car il va simplement se dévaluer, tout le reste va devenir plus cher et quelqu'un va en profiter. Il est peu probable qu'une personne qui dépose son argent à la banque gagne plus que ce que la banque en tire. Alors, quels sont les résultats du précédent lancement de l'aérostat? Au moins, on parle du Stratosat, mais pour l'instant, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Eh bien, nous ferons une grande vidéo sur les résultats. En fait, c'est juste un lancement expérimental parmi ces 3 lancements consécutifs. Quels résultats? Les systèmes fonctionnent, d'autres non. Nous avons également lancé 2 appareils consécutivement, l'un en silence, l'autre en direct. Celui qui était en silence a mieux performé, il a bien fonctionné, et a presque atteint 30 km de manière assez standard. Le deuxième appareil a rencontré de nombreux problèmes. Le système de communication par satellite a échoué, et le système de transmission vidéo à large bande a également échoué après un certain temps. L'analogique a fonctionné, mais le numérique au sol s'est mal comporté. Le GPS a perdu le signal sur lequel la station terrestre était guidée. En gros, tout cela est en cours de correction et de modification pour que le deuxième lancement se fasse sans ces problèmes. Mais en résumé, l'expérience a été réussie parce qu'elle a eu lieu et maintenant nous savons quoi faire ensuite, quel sera le prochain expériment. En gros, j'ai compris qu'il est le plus avantageux de prendre le montant maximal de paiement mensuel que vous pouvez vous permettre et de payer pendant 50 mois. Eh bien, regardez, en termes de montant que vous pouvez investir, c'est le plus avantageux. Bien sûr, si vous optez pour un paiement échelonné sur 50 mois, vous pouvez choisir un montant total de 50 000 $, car rembourser 50 000 $ sur 50 mois est plus facile que sur 10 mois. À cet égard, vous avez raison. Cependant, concernant les avantages d'investissement, il est plus avantageux de prendre un forfait de 50 000 $ en un seul paiement plutôt qu'en paiement échelonné sur 50 mois. Vous pouvez accéder à votre espace personnel en ligne et sécurisé où se trouvent les différents types de forfaits d'investissement personnalisés et il y a des conditions et des remises pour chaque paiement échelonné, pour chaque forfait, afin de répondre à vos besoins spécifiques et maximiser vos avantages. Ainsi, plus la remise est élevée, plus votre réduction est importante en fonction de vos préférences et de votre budget. Vous pouvez tout comparer point par point afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Cela répond à votre question sur cet inventeur dont vous parliez de manière simple et rapide. Le nickel 63 est la radiation la plus pure et la plus sûre pour l'homme, et l'accélérateur Bogomolov a déjà été construit. Mais où se trouve maintenant l'accélérateur Bogomolov? Question plus importante. C'est une batterie éternelle avec une période de demi-vie de 100 ans. Actuellement, elle coûte excessivement cher, mais Ostretsov a des technologies et des brevets pour le rendre. Le nickel est très bon marché. Je ne sais pas, j'ai trouvé cet Ostretsov. Si c'est de lui ou non, il y a un article ici sur Wikipédia. Je l'ai juste regardé. Igor Nikolaevitch. Il y a beaucoup d'Igor Nikolaevitch, et il faut y aller tout de suite pour faire connaissance. En ce qui concerne l'accélérateur Bogomolov, je dis que je ne peux toujours pas comprendre où il se trouve, juste à partir des informations générales disponibles, et sur le canal d'Ostretsov, sur Telegram, sur YouTube. Oui, mais tout de même, la physique nucléaire est en réalité une chose ambiguë. Eh bien, Rostov-sur-le-Don est décrit, je ne sais pas où il est maintenant. S'il est à Moscou, alors ici. À Moscou ou à Rostov? Écoute, il semble qu'il soit à Moscou. Bon, d'accord, continuons alors. Il y a aussi une question sur le dirigeable AU-30. On dit qu'à l'intérieur du MKAD, les militaires ne lui ont pas permis de voler et nos dirigeables seront-ils autorisés? Eh bien, le pays est en réalité immense, et les planètes le sont encore plus. Le MKAD là-bas n'est même pas un point d'aiguille en général. Probablement un jour ils donneront à nouveau la permission. Par exemple, de petits et légers dirigeables aérostatiques ont volé tranquillement.
jusqu'au troisième anneau de transport. Oui, la question est seulement de prouver leur sécurité, c'est une chose. Deuxièmement, les temps doivent être un peu différents et tout doit se calmer. Et troisièmement, les gens, le gouvernement, notre système de normalisation des autorisations et autres doivent certainement s'y habituer, et comme toujours, cela doit suivre un certain chemin, et indubitablement, dans divers aspects, comme cela a été historiquement, mais dans l'ensemble, je le répète, le MCAD est un pixel sur la carte, où des dirigeables sont nécessaires. Au centre de Moscou, ils ne sont nécessaires que pour le divertissement. Que savez-vous de la série de dirigeables Atlas 35 75 135? Atlas ou Atlante en gros, ils étaient appelés différemment là-bas. Cela devait certainement être ces dirigeables. Ils ont déjà commencé à être conçus par l'équipe qui est maintenant assise à gauche derrière le mur. Mais là, des problèmes ont commencé avec l'entreprise, des problèmes de financement, et les gars ont travaillé gratuitement très longtemps en réalité. Oui, et malheureusement, le projet a été annulé en raison d'un manque de financement, car tout était en fait très compliqué avec le projet, de manière inattendue. En réalité, au début, l'entreprise était en Russie, russe, puis il y a eu un certain cas de force majeure, le propriétaire de l'entreprise a changé, le directeur général a changé, les principes de gestion de l'entreprise, de financement, de budgétisation et de répartition des bénéfices ont changé. L'entreprise a été amenée à la faillite par certaines personnes inconnues, alors que tous les développements étaient déjà réalisés en son sein. Ensuite, le siège de l'entreprise a conditionnellement déménagé dans un autre pays. L'équipe d'ingénieurs est restée ici, tandis que dans ce pays, sans équipe d'ingénieurs, on cherchait du financement. Les ingénieurs étaient ici sans salaire. Simplement, le système s'est effondré. Les appareils étaient mis en gage. Les ingénieurs disent eux-mêmes que leur forme est bien sûr ambiguë et non optimale. C'était simplement un désir de ce siège qui a déménagé en Israël. Il existe des formes plus optimales et nous vous les montrerons bientôt. Alors, le corps du dirigeable est-il prévu en métal ou en synthétique? Composite. Y aura-t-il du métal dans la composition du composite? Il est tout à fait probable qu'il y en aura en fine couche. Y aura-t-il de la fibre de carbone dans la composition du composite? Il y en aura probablement. Y aura-t-il d'autres matériaux dans la composition du composite? Bien sûr qu'il y en aura. Alors, encore quelques questions. À 1h40, nous sommes déjà en direct, on doit conclure. Quels sont les moments les plus dangereux du projet que tu vois? Et y a-t-il une solution pour eux? Bien que, s'il y a une solution, si le problème est clair, il y a une solution, alors ce n'est pas vraiment dangereux. En général, il n'y a pas de problème. Les dangers existent toujours, mais ce sont des choses. Probablement des choses imprévues. Ainsi, eh bien, comme je l'ai dit, pour moi aussi, c'est la première fois que j'entends cette idée que le dirigeable peut être élevé dans le ciel. C'est en principe la tâche la plus simple. Il est plus difficile de créer un système de transport, ou plutôt d'abord une production en série, de rendre les dirigeables efficaces, économiques, en somme correctes. Ici, nous n'avons pas de risque. Nous avons une personne idéale qui sera responsable et qui répond déjà à leur production en série. Il n'y a vraiment aucun danger. Mais créer un système de transport est déjà plus compliqué, et le danger réside précisément ici. Par exemple, il existe plusieurs systèmes de certification. Le système américain de certification des aéronefs, le système européen et asiatique, et la Russie a son propre système conditionnel. Ainsi, construire un système de transport basé sur le dirigeable. D'accord, mais vers quel marché? Vers les marchés asiatiques. Oh, donc on peut, par exemple, obtenir le certificat asiatique de modèle et construire le système en Asie? Oui, mais vous ne volerez pas en Europe? Ah, donc nous obtenons le certificat européen, il est validé là-bas en Asie, validé conditionnellement, mais le bureau d'études est en Russie. Il y a des questions, bien sûr, dans tous les pays européens. Ils n'aiment pas les bureaux d'études de Russie.
Pas dans tous, par exemple, il y en a en Bulgarie, là-bas, on peut le faire. En général, le danger réside précisément dans le fait que ce n'est même pas un danger, c'est déjà évident pour tout le monde que le monde devient multipolaire. Et maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure ces pôles vont s'abstraire les uns des autres avec leurs normes et leurs barrières législatives. Et d'ici ce moment-là, je pense que quand ils comprendront eux-mêmes ce qui va se passer ensuite, nous devrions déjà être capables de construire des dirigeables en série. Mais ensuite, oui, il y a une petite incertitude du point de vue de la tempête géopolitique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le seul moment probablement incertain dans le projet, mais en général, construire des dirigeables et apprendre à les produire en série ne posera certainement pas de problème. Comment Fiodor peut-il te contacter? Écrire par télégramme, directement dans Telegram, dans le pré-lancement, du genre Fiodor, comment te contacter, sans aucun doute. Dans ce chat, simplement, oui, tu lis là-bas. Bien oui, naturellement. On peut utiliser un onglet séparé, où tout est mélangé, mais là où questions et réponses, on peut écrire. Eh bien, dernière question. Est-il prévu de contacter des civilisations spatiales? Nous avons tous les différents types de communication radio, même les plus avancées comme l'optique, le laser, et toutes ces technologies fonctionnent à la vitesse de la lumière. Le signal émis d'ici vers toute autre civilisation mettra plus de temps que, probablement, notre système solaire ne peut survivre en général. Donc, disons que ce n'est pas une tâche prioritaire dans le cadre du projet, c'est sûr. Non, cela intéresserait tout le monde, mais c'est d'abord la communication radio, ce n'est pas de la radio. Il faut inventer un autre type de communication pour pouvoir les contacter. Alors, eh bien, amis, nous avons répondu à vos questions. Il y avait beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre activité. N'oubliez pas de liker, de partager. Surtout aujourd'hui, il y avait une présentation. Alors envoyez-la à des amis qui ne savent rien de nous. Ils pourront regarder les enregistrements via le même lien et je suis sûr qu'ils se joindront à nous. Et venez jeudi, il y aura des webinaires d'actualité. Oui, nous parlerons simplement de ce qui a été fait dans le projet, de ce qui a été accompli la semaine dernière. Peut-être que nous inviterons un invité, très probablement. Eh bien, l'invité, nous l'appelons nos concepteurs, que nous mettons ici et simplement discutons avec eux et accordons un peu plus d'attention aux réponses aux questions techniques qui sont posées et répondues avec plaisir jeudi. Alors, et à très bientôt. Au revoir.